Bonjour à vous tous, vous présents dans le grand auditorium du Collège des Bernardins, ou vous qui nous rejoignez grâce à KTO Télévision catholique. Nous nous trouvons à l'Institut de la Famille, ce lieu de réflexion, de formation pastorale, de soutien au service des familles du diocèse de Paris. Aujourd'hui, nous nous adressons plus particulièrement aux seniors, les aînés de nos familles. Une question délicate et parfois douloureuse. Quand la famille est en crise, nous, les aînés, quelle place prendre? Quelle attitude avoir vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des petits-enfants? Et pour nourrir notre réflexion, je suis heureux d'accueillir Christiane Béhagle. Madame, vous êtes conseillère conjugale, notamment pour le clerc Amour et Vérité. Vous faites aussi beaucoup d'interventions auprès de jeunes et à ce titre, vous êtes témoin de nombreuses difficultés, mais aussi des joies dans les rapports grands-parents-petits-enfants. Quand la famille est en crise, nous, les aînés, quelle place prendre? Quelle attitude avoir? Merci de votre intervention. Je vous cède la parole. Je vous remercie. Oui, le thème de la famille est en crise, vous en conviendrez, est malheureusement assez à la mode. Il n'y a plus de modèle familial dans notre société et certains le revendiquent haut et fort. Sans polémique, simplement pour vous situer les difficultés, il me suffirait de vous lire un commentaire de l'INSEE chargé des statistiques, dont la tâche est singulièrement compliquée. Notamment, je cite, « Les parcours familiaux se diversifient par la forme des unions, la variété des filiations et des liens familiaux, des familles recomposées, emboîtées parfois sur plusieurs générations, une variété de formes de conjugalité, tant chez les jeunes que chez les couples plus âgés. » Premier constat. Nous savons aussi que le mariage est frappé de plein fouet. Juste deux statistiques, 80% des couples mariés ont d'abord vécu en cohabitation en moyenne près de 3 ans et 48% des enfants sont nés hors mariage. Sans parler des divorces où les statistiques, là aussi, sont assez élevées. Conséquence, bien sûr, il n'y a plus de repères identifiables. La famille, vous le savez, est devenue comme une construction personnelle. Ce n'est plus une donnée absolue, peut-être parce que justement la société n'a plus les mêmes exigences et que la voix de l'Église se fait entendre de manière peut-être plus difficile. Du coup, suivant les événements heureux ou malheureux, eh bien, certains surréagissent. On s'aperçoit que c'est un peu le règne de l'affectif. Vous avez même des livres de philosophes qui ne sont pas particulièrement chrétiens, qui ont souligné le fait qu'à notre époque, il y avait une certaine forme d'inflation de l'affectif. On dit aussi comme une obligation de l'épanouissement. Quelle obligation? L'obligation de l'épanouissement, c'est pas si facile que ça à obtenir, c'est évident. Et du coup, on arrive à une forme de dislocation de la famille. Xavier Lacroix nous dit « Notre culture est davantage une culture de déliaison, de dissociation, qu'une culture de lien. » Et effectivement, on assiste à une dislocation de ce que pouvait être la vocation d'une famille. D'un côté, vous avez le couple parental, le couple conjugal. De l'autre, vous avez parenté, parentalité qui vont être dissociées, procréation dissociée de sexualité, vie affective, quelquefois même dissociée de vie sexuelle. Et c'est une vraie souffrance au sein des familles d'assister parfois à cette dislocation. Même si vous ne traversez pas de grosses difficultés dans vos familles, il y a eu des évolutions et vous en êtes certainement témoin. Prenons une caractéristique qu'avait soulignée un sociologue avec une expression tout à fait charmante. Il parle ou elle parle, je ne sais plus, de la démocratie des pénates. Voilà, vous disiez un mot sur la démocratie tout à l'heure. Oui, démocratie, parce qu'au sein d'une famille, il n'y a plus de distinction de sexe. Il n'y a plus de différence entre la place de la femme et la place du mari, et c'est tant mieux. Il n'y a plus tellement de distinction entre les générations. Vous savez, les grandes tables où on distribuait les places. Quelquefois, on le fait encore dans une certaine grandes occasions.
mais aussi on peut se retrouver assez facilement avec les générations mêlées, positif, négatif. Ce qui est plus ennuyeux aussi, c'est que l'autorité passe mal. Et on s'aperçoit que devenir parent, pour certains de nos enfants, c'est un vrai métier. D'ailleurs, regardez, on parle de l'école des parents, ou quelquefois on parle de coaching familial. Donc, c'est pas si facile que ça. C'est vrai que c'est pas facile d'être parent, surtout quand il faut tout négocier. Alors, la négociation, c'est important parce que ça permet de développer les idées, mais c'est très fatigant. Et puis, il y a cet étrange univers où les mots ne veulent plus tout à fait dire la même chose. Et puis, une certaine forme de liberté de ton. Je me rappelle d'une grand-mère qui me racontait avoir fait une promenade avec son petit-fils de 9 ans, qui s'extasiait devant une eau dormante, où il y avait des milliers de petits têtards qui frétillaient. Et il disait « Regarde, mamie, on dirait des spermatos !» Et cette grand-mère me disait « C'est certainement pas ça que j'aurais pu dire à ma grand-mère. » Voilà, situation inconfortable au carrefour des générations. Parce que pour certains d'entre nous, on se retrouve quelquefois avec, à jongler avec des différences de sensibilité, parce qu'on a la chance d'avoir encore nos parents, et puis on devient grands-parents, et c'est pas si facile de jouer avec des registres différents. Encore une réflexion d'une jeune grand-mère qui me disait « J'ai des reproches de ma mère parce que mes enfants ne sont pas venus la voir, mais moi, mes enfants, ça fait 1 mois qu'ils ne m'ont pas téléphoné. » Voilà. Et on sentait chez cette personne un petit peu une double peine. Alors oui, il y a une évolution. C'est pas facile à vivre. Et pourtant, il faut y trouver notre place. C'est bien la question qui nous est posée cet après-midi. Comment vivons-nous cette crise de la famille? Et comment ne pas céder au découragement qui peut nous guetter, on peut l'imaginer. D'autant plus que nous sommes persuadés au fond de nous-mêmes que la famille, c'est une chance. Et reprenons cette fois-ci, non pas les statistiques de l'INSEE, qui sont parfois difficiles à lire, mais les sondages. Et là, c'est un très sérieux sondage. C'est le sondage de l'Ipsos, connu, donc, pour le compte de la délégation interministérielle de la famille, en avril 2006. Bon, c'est pas si loin que ça. Et donc, lors de ces statistiques, on voyait que la famille était l'espace de solidarité plébiscité par les Français. 92% des Français s'accordent pour dire que l'entraide familiale, c'est important. 82% disent que l'entraide familiale, ça marche entre frères et sœurs. 81% disent que, heureusement, qu'il y a eu de l'entraide familiale entre grands-parents et petits-enfants. Et si un jour, vous regardez des enquêtes faites auprès des jeunes, même écho. Les jeunes diront « la famille, ça compte ». Donc, ça compte. Donc, ça veut dire qu'il faut que nous soyons présents. Alors, je vous propose trois places, me semble-t-il, trois vocations qui pourraient être celles de la famille. La famille, d'abord, c'est une reconnaissance d'une vie à donner. Toute vie vient de plus loin que nous. C'est le problème de la filiation qui nous occupe en ce moment et qui est si importante. On connaît l'expression de certains ados en colère. « Tu m'as fait naître, mais j'ai rien demandé. » Terrible question. La maturité, quand l'ado, justement, va devenir adulte, ça va être peut-être quand il va se rendre compte que lui aussi, il va avoir à transmettre la vie. On est un maillon de la chaîne, dans la chaîne des générations. Nous, parents, nous, grands-parents. On est d'abord des passeurs de vie. Deuxièmement, il me semble que la famille doit être accueil inconditionnel. Rappelez-vous la phrase célèbre de Napoléon qui disait « On subit sa famille, on choisit ses amis ». Terrible phrase. Que de souffrances cachées derrière l'impossibilité de se sentir bien en famille. On peut vouloir refaire sa vie. On peut vouloir changer de compagnon, de compagne ou même divorcer. On ne pourra jamais changer de parent. C'est pourquoi le désir de changer de famille chez justement certains ados ou même certains
Chez certains adultes, on dit qu'il y a une crise d'adolescence quelquefois à 40 ans. Et il peut y avoir à ce moment-là un rejet de ses parents. Mais c'est impossible à satisfaire. Et c'est pour ça que c'est si douloureux. Alors si on ne peut pas changer, est-ce qu'on ne peut pas essayer de se rechoisir à l'âge adulte? Ce n'est pas évident. C'est un travail certainement extrêmement difficile, mais il faut vraiment s'y engager avec courage. Et puis, dernier point sur lequel je vais m'appuyer pour essayer de décrire les attitudes, la famille est un art de vivre ensemble, mais c'est aussi, surtout, une invitation à la joie. Là aussi, c'est pas si simple. Il faut trouver une bonne distance, pas être trop près, pas être trop loin. Il faut inventer une manière de vivre, mais on sait bien qu'on l'invente, cette manière de vivre. Chaque famille a son style. Si certains d'entre vous ont eu la chance de rencontrer des belles familles, vous savez bien qu'ils ne sont pas comme vous, ils ne sont pas comme nous. Chaque famille a son style, une manière d'être ensemble, une manière, espérons-le, de savoir faire la fête et d'inviter à la joie. Donc voilà, c'est 3 raisons que j'ai choisies sur lesquelles donc nous allons pouvoir essayer de déterminer un certain nombre d'attitudes. Rappelons-nous que Jean-Paul II soulignait que les personnes âgées sont précieuses et indispensables à la famille et à la société. Donc, essayons de voir quelles sont ces attitudes que nous pourrions creuser. Et certaines d'entre elles vont sans doute vous paraître évidentes, mais c'est peut-être intéressant quand même d'y réfléchir cet après-midi. À chaque fois, je traiterai l'attitude vis-à-vis des parents. Donc, je veux dire, si vous voulez, les parents vis-à-vis des enfants, excusez-moi, et puis l'attitude vis-à-vis de nos petits-enfants. Voilà. Alors, je reprends cette première vocation de la famille qui serait d'être passeur de vie et passeur d'amour. Donc, vis-à-vis de nos enfants. Comment faire ? C'est une situation qui est délicate parce que maintenant, nos enfants sont adultes. Et que vous savez bien que s'il vous arrive de faire une remarque ou d'avoir un questionnement, ça peut être très vite pris comme intrusif. Ils sont grands, ils savent faire. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'avoir les conseils de ses parents? Et pourtant, vous voudriez bien les aider, les conseiller. Vous le savez comme moi, la grande devise des parents et des beaux-parents, c'est rester discret en toute occasion. Et on a beau le savoir, c'est pas facile de le vivre. C'est vrai que c'est un art essentiel de délicatesse, d'amour dans les petites choses, dans le quotidien, et puis également s'il y a des événements importants. Prenons l'exemple du temps des vacances. C'est formidable, c'est une occasion de vivre ensemble, mais c'est bourré de petits pièges. Entre le régime alimentaire de certains, les heures de coucher différentes des autres, ceux qui s'enduisent de crème solaire, ceux qui n'en mettent pas, ceux qui emmènent le goûter pour les petits et ceux qui n'en ont jamais, ceux qui empruntent systématiquement la voiture et ceux qui ne la demandent pas. Il y a 1000 occasions de faire des remarques qui pourraient être mal interprétées. À cela s'ajoutent des difficultés que vous pouvez avoir avec les conjoints ou les compagnons de vos enfants. Surtout si ce n'était pas exactement le choix que vous auriez rêvé. Comment voulez-vous que ce qu'on appelait dans le temps la pièce rapportée se sente à l'aise dans un environnement familial qui n'est pas le sien? Il va vous falloir des trésors de patience pour vous apprivoiser l'un l'autre, l'une l'autre. Je crois qu'il y a une chose vraiment sur laquelle je voudrais insister. Je suis persuadée que nos enfants, comme nos beaux-enfants, ont terriblement peur d'être jugés. Même si vous êtes des parents cool, comme on dit, n'empêche qu'ils ont toujours peur d'être en décalage par rapport à vous. Si je peux me permettre d'évoquer un souvenir personnel, lorsque j'étais jeune mariée, du haut de mes 25 ans, disons que je pouvais considérer que ma belle-mère était plutôt d'un style tradi. Elle élevait ou elle avait élevé 9 enfants, elle ne travaillait pas. C'est très exactement tout ce que je ne voulais pas faire. Et
après la naissance de mon premier bébé, j'avais qu'une envie, c'est d'essayer de retravailler. Et pour cela, j'avais pensé que ça pouvait être utile de refaire un complément d'études. Eh bien, en allant chez mes beaux-parents, j'avais quand même un peu les pieds de plomb. Je me disais, avec un peu de chance, elle va me dire « Oh, vous reprenez des études, mais ça va être bien fatigant ». Vous savez, le genre de phrase là qui a l'air de soutenir et puis qui par derrière renferme quand même une petite réprobation. Ou alors je me disais, elle va me dire d'un air inquiet « Ah oui, mais qu'est-ce que vous allez faire de votre bébé ?» Déjà que je culpabilisais, je me suis dit « Ça va pas être drôle ». Ou alors elle va peut-être souhaiter me faire réfléchir sur l'intérêt relatif de reprendre des études alors que... Bref. Eh bien, quand je suis arrivée, ma belle-mère m'a dit tout simplement « J'ai appris que vous alliez retourner à la fac. Si vous voulez, je peux garder votre petite fille. » Ça a été une libération pour moi. Mais peut-être que d'ailleurs, vous auriez dit la même chose. Je vous fais observer simplement que c'était quand même il y a 40 ans. Hein. Donc, c'était moins évident que les belles filles travaillent. Mais voilà, elle a été pour moi, ce jour-là, et peut-être d'autres jours, sûrement même, vraiment la belle-mère idéale. Et je me suis sentie beaucoup mieux. Alors voilà, c'est ces petites touches qui vont faire que vous allez pouvoir développer un climat d'amour. Parce que soyez persuadés qu'à 30, 40 ou 50 ans, un enfant a toujours besoin de se sentir aimé de ses parents. Donc même si vous n'aimez pas leur façon de vivre, vous avez le droit de le dire. On n'est pas obligé d'avaler toutes les couleuvres du monde. Donc vous pouvez essayer de dire à certains moments, je ne suis pas d'accord. Mais je vais vous dire, de toute façon, ils le savent. Ils savent parfaitement ce qu'on pense. Donc, essayez aussi de pouvoir leur dire « Je crois en toi, je crois qu'en toi, il y a des choses qui sont bonnes. » Même si, et je dirais surtout, s'ils vous ont rendu malheureux. Alors, c'est déjà pas si facile que ça d'aimer un enfant, mais alors si vous en avez plusieurs, forcément, ça se complique. Je vais vous dire pourquoi ça se complique, vous allez le deviner d'ailleurs. C'est parce que quelque part, il y a toujours une espèce de jalousie rentrée qui fait qu'un enfant, quand il voit que vous vous occupez trop d'un autre, visiblement, ça le gêne quelque part. Vous connaissez la parabole de l'enfant prodigue, le fils qui fait sa mauvaise tête et qui ne veut pas rentrer. Ben, vous en avez peut-être un chez vous, peut-être pas totalement aussi têtu, mais il faut veiller à maintenir autant qu'on le peut un équilibre entre nos enfants, même si on a l'impression qu'il y en a toujours un qui va bien et un autre qui ne va pas bien. Voilà. Et puis vous savez aussi qu'avec les gendres, les belles-filles, ça peut quelquefois provoquer des petites crises passagères. N'empêche qu'il est important surtout de ne pas trop rentrer dans la mêlée et de ne pas faire d'arbitrage, si c'est possible. Alors, vis-à-vis des enfants, je disais vocation de passeur de vie, et vis-à-vis des petits-enfants, je pense que les choses sont beaucoup plus faciles. Vous devez certainement être encore plus à l'aise. Les petits-enfants adorent leurs grands-parents, parce qu'ils sont symboles de stabilité, parce qu'ils apprécient votre humour. Il y a comme des petites antennes entre les petits-enfants et les grands-parents. Ils s'imprègnent de plein de choses. Je crois aussi ce qui les intéresse, c'est par votre présence, ils prennent conscience que leurs parents ont eux-mêmes été enfants. Et ils adorent ça. Enfin, ils adorent, au moment où ils découvrent que leurs parents ont aussi été enfants, vraiment, ils sont souvent très, très, très heureux. Je referai une citation de Jean-Paul II qui dit « La vie des personnes âgées aide à clarifier l'échelle des valeurs humaines. Chacun dans sa filiation, chacun à l'échelle de sa génération. Ça montre ainsi l'interdépendance du peuple de Dieu, disait-il. Les personnes âgées possèdent souvent le charisme de combler le fossé des générations. Et si la famille est en crise, dans votre propre famille, eh bien, vous êtes là pour combler ce fossé des générations. Passeur de vie, c'est proche de passeur de foi. Déjà par, je dirais, par votre désir de vivre et d'aimer,
vous êtes déjà dans la vie, dans cette vie que vous allez montrer à vos petits-enfants. Et puis ça peut être aussi la foi, parce que vous allez peut-être à la messe alors que les parents la fréquentent moins régulièrement, parce que vous avez une vie de prière et que quand ils sont chez vous, les petits-enfants découvrent une autre manière de vivre sa foi. Ça peut là aussi poser des problèmes. Je n'ignore pas qu'il y a des parents qui, vis-à-vis de leurs enfants, n'ont pas souhaité le baptême pour leurs enfants. Il y a des cas encore plus difficiles où les parents peuvent donner des instructions, quand ça se passe très mal, de dire « je ne tiens pas du tout, je ne veux même pas que tu emmènes mon enfant à la messe » ou « c'est pas la peine que tu lui fasses du caté quand je suis pas là ». Dans ces cas-là, vous savez très bien que en famille, la religion, c'est comme de la porcelaine. Il vaut mieux patienter que de passer en force. Donc, si vous avez des instructions, il faut les suivre. N'empêche que les enfants, les petits-enfants, sont pleins d'intuition, comme je le disais tout à l'heure. Ils ont ces petites antennes qui vont faire qu'à un moment ou un autre, vous n'allez quand même pas ne pas aller à la messe parce que les enfants ne sont pas là. Vous ont donné une interdiction. Donc, même si les petits-enfants sont là, vous allez vous débrouiller, vous allez quand même à la messe. Ou vous allez quand même avoir un livre de prière qui va traîner. Donc, l'enfant va poser des questions. Et c'est cette espèce d'osmose qui va faire que, tôt ou tard, il vous posera un jour la question, peut-être à l'adolescence, peut-être un peu avant, de dire « Mais toi, pourquoi tu crois ?» Et là, vous répondrez. Et il sera assez grand pour faire son choix à ce moment-là. Donc, l'enfant a le sens du mystère. Si vous êtes sous le coup, comme ça, d'instructions un peu difficiles, ne vous inquiétez pas, il y a quelque chose qu'ils vont respirer. Voilà. Alors, deuxième point, la famille est accueil. Je dirais accueil inconditionnel, quand il n'y a plus beaucoup de choses à partager avec nos enfants. À cela, je vois plusieurs attitudes qui sont en définitive les attitudes des éducateurs. C'est la patience, la confiance et une attitude plus proprement chrétienne qui est bien sûr le pardon. Attitude de patience. Oui, il faut laisser du temps au temps. Et c'est vrai qu'en vieillissant, on ne peut pas s'empêcher de se dire que le temps, malgré tout, on a beau dire qu'il est élastique, à un moment, il finit quand même par avoir l'air de rétrécir un petit peu. Et donc, on a une forme peut-être d'impatience, de se dire « mais c'est pas possible, on voudrait que ça bouge ». Mais moi, je me rappelle de ce que me disait un prêtre ami qui, de manière très pratico-pratique, disait « on ne fait pas pousser plus vite l'herbe en tirant dessus, autrement, tu risques de l'arracher ». Bon, ça répondait à mes impatiences de maman quand j'avais des ados. Mais je me dis, même plus tard, quand on a des enfants adultes, on peut se le redire. Éduquer, c'est d'abord prendre en compte le temps. Et le temps familial est celui de la lenteur. Mais n'empêche que l'amour n'est pas statique. Donc, ça bouge. N'enfermez pas vos enfants en vous disant, de toute façon, celui-là, on ne pourra plus jamais rien en faire. Non, vous ne pouvez pas savoir. Il évolue, vous évoluez. Et même si ça ne se voit plus autant que quand il était petit, il fait des expériences. Il va s'attraper aussi un certain nombre de difficultés qui vont le faire réfléchir. Et puis, vous ne savez pas ce que vous lui avez laissé dans le cœur. Aucun éducateur ne sait ce qu'il a donné de positif et ce qu'il a donné de négatif. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a forcément donné un petit peu des deux. Mais ce n'est pas à vous de le dire. Du coup, ça m'amène à vous parler de confiance, puisque c'est une deuxième attitude. Monseigneur 23, dans sa lettre pastorale pour la famille, il y a 2 ans ou 3 ans, avait dit « la confiance doit être sans cesse reconstruite ». Et c'est vrai que ça a un côté un peu exaspérant de se dire « mais non,
Enfin, quand même, on est en famille, on l'a prouvé, notre confiance. Qu'est-ce que ça veut dire de dire sans cesse reconstruite? Il sait quand même que je suis sa mère, il sait quand même que je suis son père, il devrait avoir confiance. Eh bien, reprenez cette phrase et gardez-la un peu dans la tête. La confiance doit être sans cesse reconstruite. Et c'est encore plus vrai à l'heure où vous êtes peut-être avec des bilans plus ou moins positifs. Évitez la litanie du désespoir, le « c'est trop tard, j'aurais dû ». Alors ça, c'est complètement négatif, ça sert absolument à rien du tout, qu'à vous mettre le moral à zéro. Ne cherchez pas non plus à vous juger, comme je le disais tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez donné de bon, de moins bon? Forcément qu'il y a eu des bonnes choses qui sont passées. Mais en fait, je me dis que le pire du pire, c'est qu'en fait, on panique. On panique. Pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur? Parce qu'on a peur qu'il arrive quelque chose à nos enfants. On a peur qu'ils souffrent. On a peur de leurs difficultés. Mais ce n'est pas le moment, enfin, même si on ne peut pas s'empêcher d'avoir de temps en temps du stress, et suivant son caractère, d'être plus ou moins angoissé. Hein. Il y a des personnes qui sont plus ou moins soucieuses. N'empêche que nos enfants sont adultes. Donc ils sont à un âge où eux-mêmes, ils ont des soucis. Eux-mêmes, ils commencent à s'inquiéter. Ils s'inquiètent pour leur travail. Ils ont peut-être des difficultés financières. Ils ont des problèmes affectifs. Ils commencent à avoir des problèmes avec leurs enfants. Donc, eux aussi commencent à avoir des peurs. Résultat, s'ils savent que vous avez peur, ben, ils vont pas venir vous voir. Ils sont déjà angoissés. Ils ne vont pas aller voir des parents qui sont déjà angoissés. Rappelez-vous, j'ai eu une fois comme ça un jeune homme, il avait bien 35 ans, hein, qui me disait, vous comprenez, je ne peux pas dire ça à ma mère. C'est pas possible, elle va encore plus paniquer. Ben oui, mais alors, quelle était l'attitude de ce garçon? Bon, c'est vrai, il avait fait une énorme bêtise, mais et très certainement, dans sa réponse, il y avait aussi je me sens mauvais, donc j'ai pas envie de le dire. Il y avait une forme de culpabilité. Mais en même temps, essayons de voir quand même le côté positif. Je pense que ce garçon, vraiment, n'avait pas envie de faire de la peine à ses parents. Et de l'autre côté, moi, j'ai pas vu les parents, mais je suis sûre qu'ils avaient deviné les difficultés plus ou moins de leur enfant. Et ils se disaient, mais pourquoi ne vient-il pas m'en parler? Alors, vous voyez, on est dans deux murs. Comment voulez-vous que les gens ne souffrent pas de ces situations-là? Donc, bon, c'est plus facile à dire dans une conférence que de le vivre. Mais voilà, essayez d'être ouvert, quelle que soit la confidence que votre enfant pourrait vous faire. Et ne pas trop s'inquiéter et se dire que la souffrance, malgré tout, il arrivera peut-être et sûrement à la surmonter. Et puis, vous avez des enfants qui disent rien. Et puis, vous pouvez avoir aussi le genre explosion. Parce que des explosions à l'adolescence, on connaît. Mais d'explosions des enfants à 30 ou 40 ans qui, un jour, vous disent, comme on dit, les 4 vérités, c'est pas très agréable non plus. Et ça arrive. Ça arrive. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, on peut d'abord se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Très légitimement, vous avez le droit de le penser. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez aimé, et puis là, vous avez droit à une explosion, une provocation. Rappelez-vous ce mot provocation. N'est-il pas ou n'est-elle pas dans la provocation? C'est pas ce qu'elle pense, c'est forcément, ou ce qu'il pense, c'est forcément exagéré. Je me rappelle d'une mère de famille complètement démontée et qui avait eu pendant les vacances sa fille de 35, 37, 38 ans qui terminait un divorce et qui avait bien l'intention de se remarier. Et elle savait très bien que c'était pas du tout ce qu'avaient souhaité ses parents. Et ce jour-là, elle s'est défoulée. Elle a sorti tout ce qu'elle avait envie de sortir et elle a cherché à blesser. Elle a vraiment cherché à blesser. Comment faire? D'abord, on a le droit de se faire respecter. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il faut laisser parler, bien sûr, mais il y a aussi des bornes à mettre. Vous avez le droit de dire, je ne veux pas que tu me parles comme ça. Calme-toi, je veux bien t'écouter, on va s'asseoir, mais ne me parle pas comme ça. Et puis après, il faut essayer de comprendre. Il faut essayer
de continuer à garder ce lien d'amour que vous avez pour lui ou pour elle. Et quand il n'y a vraiment plus rien à faire, quand la crise est consommée, quelquefois on est complètement dans l'impuissance. On sait qu'on ne peut plus rien faire que subir. Quelquefois, c'est une épreuve terrible parce que c'est une épreuve où on sait qu'on ne peut plus rien faire. Et en fait, c'est quand même réconfortant. Ça fait du bien de se dire qu'on peut faire quelque chose. Et des fois, on ne peut plus rien faire pour ses enfants. Alors, à ce moment-là, eh bien, ce qu'il faut, c'est rester à l'attendre. Et je citais tout à l'heure l'histoire de ce père qui attendait son enfant dans la parabole de l'enfant prodigue. Je crois qu'on est là au cœur de cette souffrance, de se dire il faut que je reste les bras ouverts, même s'il m'a blessé, même s'il m'a vexé, même s'il m'a découragé et déçu, je l'attends. Rappelez-vous cette phrase magnifique de Saint Luc. Comme il était encore loin, son père l'aperçut. Et rêvez un peu sur cette phrase. Ça veut dire quoi? C'est ce que j'imagine, mais j'imagine combien de fois ce père a dû regarder par la fenêtre. Combien de fois ce père a monté les escaliers pour monter sur sa terrasse, pour regarder, même inconsciemment, en se disant « peut-être que je vais le voir, peut-être qu'il ne l'a même pas dit ». N'empêche qu'il montait sur la terrasse, puisqu'il était justement là-haut quand le fils est arrivé. Voilà, essayez de rester dans la foi. Je pense que la foi est plus grande que la peur. La foi, c'est pas éviter les difficultés, hein, mais je pense que la foi permet d'être en quelque sorte fasciné par le mal. C'est quelque chose que j'ai observé, que vous avez peut-être observé aussi. Des personnes qui sont profondément malheureuses finissent par plus s'en sortir parce qu'on a l'impression qu'on voit du mal partout. Enfin, du mal, ou du mal de la souffrance, si vous voulez, partout. Et c'est là où c'est tellement difficile d'essayer de passer au-delà et de croire encore que Dieu conduit nos enfants d'une manière que l'on ignore, mais comment dire, de manière, je dirais avec un peu d'humour, je pense que Dieu s'adapte à notre temps peut-être plus facilement que nous. Voilà, il va sûrement trouver quelque chose pour essayer de rejoindre nos enfants. Donc il nous reste, mais c'est pas simple, à pardonner, pardonner les manques de nos enfants, pardonner aussi les manques des gendres, des belles-filles. Et ceux qui ont eu de grosses difficultés savent à quel point c'est parfois encore plus difficile de pardonner à ceux qui ont fait du mal à nos enfants. C'est difficile de pardonner quand soi-même on a reçu du mal. Mais la personne qui a fait du mal à nos enfants, ça, on lui en veut terriblement. Et c'est très difficile, je pense, c'est un long travail d'accepter de pardonner. Ou de renoncer à se venger. Parce qu'il y a pire que ne pas pardonner, il y a aussi ceux qui ont envie de se venger par une agression parfois très, très destructrice. Et pardonner avant d'avoir la parole qui va vous faire du bien. Parce qu'on aimerait tellement comprendre. Quelquefois, c'est l'intelligence qui bloque sur le mur. On voudrait comprendre, mais comment ça se fait qu'ils en sont arrivés là? Et vous n'aurez pas la solution. Peut-être qu'eux-mêmes, ils n'ont pas la solution. Donc, il vaut mieux ne pas attendre de comprendre et de pardonner d'abord, si c'est possible. Alors, vis-à-vis maintenant des petits-enfants, ce sera forcément plus léger parce que les petits-enfants, vis-à-vis de leurs grands-parents, ils sont toute spontanéité et sans grosse difficulté. Alors, il y a des cas, j'espère, très exceptionnels, où les grands-parents ne peuvent plus voir leurs petits-enfants. Il peut arriver que les parents fassent obstacle à la rencontre des grands-parents et des petits-enfants. C'est une faute de la part des parents d'empêcher leurs enfants de voir leurs grands-parents. C'est véritablement une faute. J'espère que donc il y en a le moins possible et que
Pour les autres, sauf les petits bisbis entre grands-parents, vous savez, quand quelquefois vous vous dites « Ah, ben évidemment, les autres grands-parents, ils les ont reçus plus longtemps que chez moi. Hein. Vous avez des grands-parents qui sont là sur le calendrier à cocher un petit peu. Moi, j'ai eu qu'une semaine et les autres, ils ont eu plus. Bon, c'est vrai, quelquefois, on le fait tous un petit peu quand même. Hein. Ah oui, ils y vont combien de temps? Voilà, mais c'est pas grave. De toute façon, c'est la qualité du temps qui va faire que vous allez être proche de ces petits-enfants. Et c'est là que vous allez donner toute votre mesure, hein, entre l'organisation des jeux, les petites soirées douces, les bons repas pour les petits gourmands. Là, je suis sûre que vous savez très bien faire ça. Mais attention, il ne s'agit quand même pas de reprendre du métier et de jouer les doublures par rapport aux parents. Hein. On est bien d'accord, on n'est pas là pour essayer de remonter le niveau un peu défectueux de l'éducation que nos enfants donnent à nos petits-enfants. La règle est simple, me semble-t-il. Quand ils sont chez vous sans les parents, c'est vous qui faites la loi. Donc, vous pouvez quand même dire, bah, écoute, je suis désolée, chez moi, on prend une fourchette, on ne mange pas avec les doigts. Et voilà, ils vont s'y faire très, très bien. Et par contre, quand les parents reviennent, c'est eux qui reprennent l'autorité. Même si intérieurement, vous allez peut-être penser, c'est quand même plus facile de les avoir quand les parents ne sont pas là. Il semblerait qu'on ait les mêmes souvenirs. Mais bon, c'est le jeu, hein, il faut jouer le jeu. Voilà. Alors, il peut arriver, cas j'espère exceptionnel, que les grands-parents soient appelés à éduquer pendant un certain temps des parents, quand les parents sont absents, excusez-moi, que les grands-parents sont donc appelés à éduquer les petits-enfants s'il y a un départ à l'étranger prolongé ou si parfois il peut y avoir des moments terribles de décès d'un parent ou des divorces qui se passent mal. Donc là, bah, vous faites au mieux, bien sûr. Vous ne pouvez pas vous changer, vous ne pouvez qu'être vous-même. Et il faut espérer qu'assez vite, les parents pourront à nouveau reprendre l'enfant chez eux. Et puis, il y a un rôle aussi que vous pourrez jouer, c'est à l'adolescence. Là, cette vocation d'accueil du grand-parent va certainement jouer, en tout cas, ça peut être une bonne occasion. Parce que, comme tout le monde le sait, à l'adolescence, les liens entre parents et enfants peuvent avoir un côté un peu explosif. Et c'est parfois formidable pour un adolescent de pouvoir, au cours de vacances, ou si vous n'habitez pas trop loin, quand les portes claquent, d'aller se réfugier, même si on ne le dit pas comme ça, chez les grands-parents. Pourquoi viennent-ils plus spontanément chez vous? Parce que, justement, ils savent que vous ne jugez pas. Parce que vous allez voir les choses d'un peu plus loin. Et parce qu'il va peut-être vous confier des choses de manière différente. Il ne va pas s'exprimer de la même manière qu'il l'aurait fait avec ses propres parents. Et donc, ça va l'aider. Parce qu'il aura un autre éclairage. Rien que de s'exprimer différemment, il va avoir des repères qui vont lui permettre peut-être de trouver la solution. Hein, là non plus, il ne s'agit pas de lui faire la leçon, hein, mais rien que le fait de l'écouter, vous savez à quel point le fait d'écouter quelqu'un, ça peut aider, ça va le décharger, et après, ça va lui redonner du courage. Encore une fois, permettez-moi de citer Benoît XVI, qui, sur ce même registre, disait « Les grands-parents peuvent être les garants de l'affection et de la tendresse que tout être humain a besoin de donner et de recevoir. Ils sont la mémoire et la richesse des familles. » Troisième place, me semble-t-il, de la famille, qui va induire donc un certain nombre d'attitudes. Troisième vocation, je pense que vous êtes porteur de joie. Vous êtes porteur de joie dans la famille, comme parents et comme grands-parents. Et là, je ne distingue pas enfants et petits-enfants. Mais je vais essayer de vous montrer à quel point c'est important que vous cultiviez en vous le positif. En prenant tout simplement l'exemple du dernier skipper rentré au Vendée Globe et qui répondait à un entretien
avec un journaliste qui lui disait « Ah, mais vous devez avoir une condition physique quand même étonnante. Vous savez, le Vendée Globe, en solitaire, le tour du monde, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. » Et lui, très modestement, disait « Bon, non, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent le faire. Vous savez, pour moi, c'est 90% de morale et 10% d'entraînement physique. » Eh bien, il faut vous y mettre. C'est pareil. Vous n'êtes pas obligé de faire le tour du monde, mais pour être de bons parents et de bons grands-parents, il faut 90% de morale et 10% d'entraînement. Les 10% d'entraînement, vous les avez, c'est sûr. Les 90% de bon moral, il faut peut-être quand même essayer de vous redonner un petit peu de punch à vous-même. Pourquoi ? Parce que on peut se trouver entraîné dans un cercle de négativité, d'amertume. Et vous n'y pouvez rien. C'est souvent lié à la fatigue. Or, quand on vieillit, on a beau dire qu'on reste jeune, c'est vrai que la fatigue vient plus vite. Il y a la fatigue, il y a aussi le changement de rythme de vie. Vous savez, quand on nous disait une parole désagréable, puis après, il y avait 1000 choses à faire, ranger dans la maison, les devoirs des enfants, bon, la parole désagréable, on l'avait déjà oubliée. Quand on vous lance comme ça une parole désagréable, puis que vous vous retrouvez chez vous le soir, ben là, ça peut remonter quand même, et ça s'enquiste. Donc, c'est vrai que c'est pas si facile que ça de garder bon moral, mais c'est votre vocation, je suis persuadée, d'essayer de trouver du positif au cœur du monde, avec un peu d'humour, cultiver l'humour, on voit les choses autrement, et puis de vous mettre à l'écoute du cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur qui fait qu'il y a quelque chose qui vous dit « Non, je ne peux pas voir tout le temps les choses en négatif, c'est pas possible, ça, il y a quelque chose qui ne va pas. » S'émerveiller, bénir, ce mot tellement magnifique qui est de bénir, dire du bien. Voilà, remercier pour vos enfants, même s'il n'y a pas toujours des satisfactions. C'est pas possible que par certains côtés, il n'ait pas fait quelque chose de bien ou qu'il n'ait pas cette spontanéité que vous leur connaissez. Les dons de Dieu ne sont pas forcément arrivés là où vous vouliez. Ah oui, tant pis. Au total, il y a peut-être quand même des choses de bien. Et puis, très important, donnez-vous des objectifs de parole valorisantes. Valorisantes, pardon. Vous savez, les ronchons et la soupe à la grimace, ça ne donne pas de bons résultats. Alors, c'est comme l'entraînement de mon skipper. Vous vous donnez un objectif d'une parole valorisante par semaine. Déjà commencé en couple. Est-ce que, dites-vous, si vous avez la chance encore d'être deux, est-ce que depuis ce matin, j'ai eu l'occasion de transmettre une parole valorisante à mon époux ou à ma femme ? Voilà, peut-être bien que oui, d'ailleurs. C'est important, une parole valorisante. Ou alors, est-ce qu'il m'est arrivé récemment de dire une parole valorisante de mon enfant, à propos de mon enfant, plutôt que de dire à votre mari, bon, allez, on va l'appeler ce soir, parce que ça fait quand même 3 semaines qu'on n'a pas de nouvelles, il n'appellerait pas. Vous dites, je ne sais pas, quelque chose, ça me ferait tellement plaisir de l'appeler. Après tout, on va peut-être apprendre des choses sympathiques. Il n'y a pas que les catastrophes. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, c'est différent déjà. Vous allez votre allô au téléphone, eh bien, il ne va pas se faire de la même manière si vous venez de dire quelque chose en rouspétant ou si vous avez dit une parole valorisante. C'est ça le cœur humain. Le cœur, ça déborde. Et puis, puisqu'on en est au couple, vous avez invité une conseillère conjugale. Vous ne voulez quand même pas vous en sortir sans que je vous dise 3 mots sur la communication dans le couple. Alors, c'est important de lutter contre le repli sur soi. Vous connaissez l'échec en 3 étapes de la communication. 1, vous vous dites, pas la peine d'en parler. Je sais ce qu'il pense, puis il va encore me dire, ah, tu me parles encore de tes enfants. Comme par hasard, je choisis plutôt des exemples de filles, mais vous trouverez l'autre côté aussi. Après, donc, pas la peine d'en parler. 2, création de vie parallèle, parce que chacun est sur sa vie parallèle. 3, c'est la solitude. Voilà, vous ne vous parlez même plus. Donc, il y a une logique d'enfermement dans le quotidien.
Et quand il y a une crise, regardez ce qui se passe. Eh bien, c'est encore plus difficile de parler en couple. Et ça, c'est étonnant. C'est étonnant parce qu'au moment où vous êtes le plus blessé, ça va être le moment où ça va être le plus difficile d'en parler à l'autre. Pourquoi ? Parce que l'autre est blessé aussi, tout simplement. Surtout quand il s'agit de famille, surtout quand il s'agit de vos enfants. Vous comprenez bien que si vous, en tant que mère, vous êtes malheureuse parce qu'il y a quelque chose qui n'a vraiment pas été, mais lui, c'est le père, et il ne sera pas du tout de la même manière, il ne le recevra pas de la même manière. Et chacun étant blessé aura du mal à communiquer, aura du mal à dire à l'autre ce qu'il ressent. Donc, comprenez que c'est au moment de la crise que vous allez encore avoir besoin de développer le plus de votre savoir-faire en termes de communication. Et ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que vous savez très bien qu'un couple qui continue à vivre dans la fidélité est le plus bel exemple qu'il peut donner. C'est le plus beau témoignage, c'est le remède à la société en crise, c'est le remède, le seul remède à votre famille si elle est en crise. Vous savez très bien que quand il y a un anniversaire de mariage, des 40, 50, 60, maintenant quelquefois on arrive même à 70 d'un couple, eh bien tout le monde est ému, des petits comme les grands. Et les ados ou ceux qui, les jeunes adultes qui ont du mal à prononcer le mot d'engagement, ils sont émerveillés de voir ce couple qui a tenu. Quel bel exemple à donner. Je voudrais vous citer une phrase de Christiane Singer qui est tout à fait extraordinaire et qui racontait quand elle était petite, alors qu'on l'introduisait dans la chambre de son grand-père qui était mourant. Elle surprend une caresse que sa grand-mère fait à son grand-père. Et elle dit, dans le geste de l'épouse caressant le vieil homme endormi, ce geste lent, immémorial, l'enfant que je suis se perd. Il n'y a pas eu de scène depuis en moi dont les contours soient mieux brûlés dans ma mémoire. Il n'y a que ce geste, dans sa merveille, le paraphe de lumière posé au bas d'un contrat invisible. Alors c'est dit avec le style merveilleux de Christiane Singer. Mais à 4 ans, elle n'a vu qu'une chose, l'amour de sa grand-mère pour son grand-père. Alors dans un style un peu plus léger, je voudrais vous faire part d'une expérience que j'ai eue avec mon mari. On faisait de la préparation au mariage tous les deux. On était plutôt jeune couple, on avait 3 enfants à l'époque, et on nous avait dit, vous devriez aller au FRAT. Le FRAT, vous savez, c'est ce grand rassemblement des aumôneries d'Île-de-France. Et dans le village de Tente où on devait aller pour porter témoignage, l'animateur avait eu une idée géniale, c'était de présenter les couples qui devaient donc porter témoignage, et chacun devait dire un petit mot. Et après, disait-il, vous irez avec l'animateur qui a la meilleure tête, sous-entendu. Bon. Donc nous, on se présente. Et puis après nous, il y avait un couple, un vieux couple. Il avait bien 70 ans. À l'époque, je me disais, c'est très très vieux. Et évidemment, je ne pense plus la même chose maintenant. Et effectivement, ils avaient l'air assez formidables. Ils avaient je ne sais trop combien d'enfants, des petits-enfants, je ne sais même plus, des dizaines. Et lui était visiteur de prison, elle faisait je ne sais pas quoi. Puis donc tout le monde s'étant présenté, on se disperse. Et oh, tous les jeunes, ils sont partis avec le couple qui avait 70 ans. L'animateur, il était paniqué. Il dit « Eh non, il faut équilibrer les groupes. » Il essayait d'en rattraper 1, 2, 3. Bon, nous, on s'est retrouvés avec une douzaine de jeunes très sympathiques. Ben, je me dis que d'ici quelques années, je vais pouvoir y retourner avec mon mari. On aura plus de succès. Voilà, donc, vous voyez à quel point votre rôle est vraiment primordial. Alors, en conclusion, j'ai cherché un personnage modèle pour illustrer mes propos. Un saint patron qui pourrait être le protecteur des parents et des grands-parents. Et j'ai pensé à saint Jean-Baptiste. Non pas que je veuille dépouiller sainte Anne et saint Joachim de leur rôle éminent,
Non pas non plus que je vous conseille de vous revêtir de poils de chameau ou d'introduire dans les recettes de gâteaux des bonnes grand-mères un petit peu de sauterelle et de miel sauvage. Non, non, non. C'est parce que Jean-Baptiste nous donne une vraie ligne de conduite. Je vous suggère de relire Saint Luc au chapitre 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Aplanissez les chemins. Et on sait combien un facilitateur est précieux dans une famille et combien les paroles encourageantes peuvent aider. Et puis, il nous dit aussi combler tout ravin. Sous-entendu toute distance qui nuit à la bonne entente dans une famille, comme dans la société d'ailleurs. Il nous dit encore abaisser les montagnes et les collines. Et je traduis pour faire qu'il n'y ait pas d'obstacle entre vous et vos enfants et vos petits-enfants. Et puis Saint Jean-Baptiste, vous le savez, c'est celui qui sait s'effacer, se mettre au service de celui qui vient. Et c'est une rude école d'apprendre à devenir plus petit et à ne pas faire état de son ancienneté ou de son expérience. Enfin, Jean-Baptiste, vous le savez aussi, reste le témoin de la foi, qui crie, même dans le désert, et dans le désert de nos sociétés actuelles. Voilà, donc je vous propose de vous mettre à l'école de Saint Jean-Baptiste. Je voudrais peut-être revenir juste sur un point, parce que c'est une question qui est souvent posée par les seniors. Est-ce que précisément en période de crise, j'ai bien entendu ce que vous avez dit sur les parents ou les grands-parents qui ne vont pas se substituer, mais lorsqu'on entend dire qu'en période de crise dans la famille, les grands-parents, j'allais dire, interviennent pour protéger l'enfant ou pour permettre à l'enfant d'être un peu à l'écart des tiraillements, est-ce que ça vous paraît profitable ou ça fait partie aussi des choses à ne pas faire? Non, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait profitable s'il est fait naturellement. C'est-à-dire que si vous sentez que l'enfant est perturbé, eh bien, vous allez pouvoir proposer peut-être plus fréquemment qu'il vienne chez vous. Vous allez lui dire, écoute, tu crois pas que je peux l'emmener en vacances? Voilà, vous allez, je pense que c'est important d'être plus présent dans les services proposés. Mais encore une fois, ce ne peut être que des propositions. Plus la famille traverse une crise, moins vous ne devez intervenir brutalement. Grand merci pour cette rencontre, pour votre apport. Merci à vous ici dans l'auditorium des Bernardins et merci à tous nos téléspectateurs. À très bientôt.